Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 27 avril. En Corse, le rétablissement de l'état de droit mis en cause après les emprisonnements de 3 gendarmes, dont un colonel, mis en examen pour la destruction par explosif d'un restaurant près d'Ajaccio. À Belgrade, le vice-premier ministre Vuk Drašković affirme que son pays est prêt à accueillir une force de l'ONU au Kosovo. Scepticisme du côté de l'OTAN qui poursuit ses frappes. Nous serons notamment en Albanie parmi les enfants réfugiés aidés par l'UNICEF. Inquiétude des parents d'élèves de Charente-Maritime après l'incendie du collège de Royan. L'établissement type Pailleron a mis moins de 2 heures pour brûler. Il existe beaucoup d'autres collèges de ce type encore utilisés. Du sport, football, demi-finale de la Coupe de France demain soir entre Nantes et Nîmes. L'occasion d'évoquer ce que l'on appelle l'école nantaise de football. En Corse, depuis plus d'1 an, depuis l'assassinat du préfet Erignac, tout était basé officiellement sur le rétablissement de l'état de droit. Mais depuis hier soir, il s'agit surtout du droit de savoir pourquoi des gendarmes auraient participé à la destruction par explosif d'une paillote située sur une plage près d'Ajaccio. 3 gendarmes, dont un colonel, ont été placés en détention après avoir été mis en examen. Et leur supérieur, le préfet Bernard Bonnet, a été convoqué en urgence à Paris. Récit Dominique Verdeillan. Rapide, aller-retour et lourde journée pour le préfet de Corse. Souriant, le voici ce soir s'apprêtant à embarquer pour un vol Paris-Ajaccio. Souriant, mais muet. Pas de commentaire. Comme prévu, ça s'est bien passé apparemment. Hein. Pas de commentaire. Souriant toujours, le voici ce matin débarquant à Orly. L'homme est attendu par Jean-Pierre Chevènement pour des explications. Plus bavard que ce soir, Bernard Bonnet se déclare abasourdi. Je suis à la fois triste et abasourdi. Pourquoi abasourdi? Abasourdi, parce que c'est une affaire qui est vraiment stupéfiante. C'est très choquant. Vous pensez que pour l'état de droit, c'est grave? C'est à la fois grave. Il faut voir comment, si les faits sont établis, parce que je suis tellement abasourdi que... Bernard Bonnet passera 2 heures place Beauvau au ministère de l'Intérieur. L'entretien avec Jean-Pierre Chevènement durera près d'1 heure. Cet après-midi, le préfet Bonnet a été reçu à Matignon par des conseillers du Premier ministre. Au même moment, Jean-Pierre Chevènement, au Sénat, renouvelait la confiance du gouvernement au successeur du préfet Claude Erignac. Rien ne permet, en tout cas pas ses antécédents, à Maître Solacaro de demander la démission du préfet Bernard Bonnet, qui s'est acquitté avec courage et avec détermination de la mission qui lui était confiée par le gouvernement. Seule la justice, aujourd'hui, peut faire la lumière. Une justice qui, pour l'instant, ne croit pas à la version des 3 gendarmes. Ces derniers se disent victimes d'une machination, d'un traquenard. Le juge d'instruction les a mis en examen puis écroués. 3 hommes, autrement dit un lieutenant, un adjudant-chef, mis en examen pour destruction volontaire par incendie, mais aussi leur supérieur hiérarchique, le colonel Henri Mazère, poursuivi pour complicité. Cet après-midi, le colonel a été victime d'un malaise cardiaque à la maison d'arrêt de Borgo, près de Bastia. Dès hier soir, le procureur de la République évoquait des charges graves contre les 3 gendarmes. L'enquête rassemble un certain nombre de présomptions qui ont justifié cette mise en examen et la décision qui a été prise. Un 4e homme, le capitaine Norbert Ambrosse, présent le soir des fêtes, actuellement hospitalisé à Toulouse. Il pourrait être transféré demain en Corse pour être lui aussi mis en examen. La paillote chez Francis, la voici filmée par l'équipe d'envoyé spécial. Construite sans permis, elle était visée, comme d'autres, par un arrêté de démolition ordonné par le préfet. La paillote, la voici le matin du 20 avril, ravagée par un incendie criminel. Cet après-midi, au cours d'une conférence de presse, le propriétaire de l'établissement exhibait le tract trouvé sur les lieux. Son avocat, lui, s'interrogeait sur les responsabilités en haut lieu. Nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est qui a donné l'ordre. Parce que ces 3 gendarmes, si brillants soient-ils, ont reçu un ordre. Mais qui a donné l'ordre? Si on arrive à, effectivement, les uns et les autres, à savoir qui a donné l'ordre, eh bien, écoutez, une page extrêmement saumâtre et une page nauséabonde de l'histoire de Corse va être tournée. Demain devrait être une journée plus calme pour Bernard Bonnet. Il sera à Bastia où Pierre Jox, président de la Cour des comptes, présidera une audience de la Chambre régionale des comptes.
Alors bien sûr, les mouvements nationalistes corses ne se sont pas privés d'ironiser sur ces mises en examen des gendarmes et sur la personnalité du préfet Bonnet, allant jusqu'à évoquer les ingrédients d'un mini Rainbow Warrior, en faisant allusion au fiasco de l'opération menée il y a 15 ans en Nouvelle-Zélande par le contre-espionnage français. Pour le reste, les réactions corses évoquent avec fatalité ces événements. Reportage Olivier Théron, Diane Richard. Les Corses sont en quête de repères, d'explications. 3 gendarmes, dont le colonel Mazère en détention pour les motifs habituels des poseurs de bombes, ça a de quoi déstabiliser. Le préfet Bonnet qui doit s'expliquer à Paris alors même que depuis l'assassinat du préfet Erignac, il se veut le garant de l'état de droit en Corse, ça a de quoi déboussoler. Si on commence à mettre les gendarmes en examen, où on va? À qui croire alors? Comment faire? S'il est fautif, en prison comme tout le monde. On met les ministres en prison, on peut mettre le préfet, hein. Tous les adversaires du préfet Bonnet et de ses méthodes s'engouffrent dans le climat de soupçon. L'avocat du propriétaire de la Paillote demande lui sa démission. L'autorité naturelle du GPS, c'est la préfecture, c'est le préfet Bonnet. Je pense que dans cette affaire, il doit assumer, sinon sa culpabilité, au moins sa responsabilité. Ils ont besoin de leçons en explosifs, se moquent les nationalistes, pour qui les troubles de ces derniers jours sont pain béni. Alors, ils distribuent des tracts dans la rue et dénoncent déjà un crime d'État. Nous avons la satisfaction d'avoir la concrétisation de ce que nous disons depuis un certain nombre d'années. Nous accusons certains services d'être à l'origine de certains attentats et nous en avons aujourd'hui la preuve. Parce que le GPS s'est fait prendre sur l'attentat de la Paillote, mais à partir de là, tout est possible. Nous attendons de l'État français qu'il sanctionne très durement ceux qui se sont rendus responsables de ces actes, à commencer par lui-même d'ailleurs, et ensuite qu'il comprenne que ce type de politique en Corse ne peut qu'échouer et ne peut que le mettre au banc des nations. Les partis de gauche dénoncent aussi bien sûr l'incendie de la Paillote, mais ils ne jugeront que lorsque la justice aura fait son travail. Sur l'île en tout cas, les interrogations se nourrissent maintenant de toutes les rumeurs. L'ironie des nationalistes se fait d'autant plus vive que les méthodes du préfet Bernard Bonnet ont été radicales, sans concession, depuis son arrivée à Ajaccio. On se souvient de ses réponses aux élus nationalistes sur sa détermination à lutter contre les rackets et les attentats. Enquête Michel Fine et Claude Barnier. À chacun de ses déplacements en Corse, le préfet Bernard Bonnet est entouré de gardes du corps, les gendarmes du groupe de peloton de sécurité. Cette unité d'élite de 95 hommes a été créée en juin 1998, 5 mois après l'installation du préfet Bonnet. Protection, intervention, renseignement, filature, les missions du GPS sont multiples et pour le moins obscures. C'est un lieutenant et un adjudant-chef de cette unité qui ont été placés cette nuit sous mandat de dépôt. Depuis son arrivée sur l'île, après l'assassinat du préfet Erignac, Bernard Bonnet s'appuie essentiellement sur l'action des gendarmes. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des attentats qui ont beaucoup diminué, puisque je vois... Oui, les attentats par explosifs, moins 83%. Oui. Patron de la gendarmerie en Corse, le colonel Henri Mazère, écroué lui aussi hier soir. Le colonel Mazère est arrivé sur l'île peu de temps après Bernard Bonnet. 13 février 1998, une semaine après l'assassinat de Claude Erignac. Le ministre de l'Intérieur installe officiellement le nouveau préfet. La mission de Bernard Bonnet est simple, rétablir l'état de droit en Corse. Pour cela, il a carte blanche. Lorsqu'on choisit le service de l'État, la seule peur qu'on peut avoir, c'est de ne pas être à la hauteur de la mission qu'on doit assumer. L'arme de Bernard Bonnet est simple, c'est l'article 40 qui oblige tout détenteur de l'autorité publique à dénoncer des infractions. En un an, l'ensemble des marchés publics de l'île est passé au peigne fin. Pour une subvention disparue, le maire de Propriano, Émile Mocky, est traduit en justice. Enfin et surtout, Bernard Bonnet s'attaque au domaine public maritime. Tous les ports privés, toutes les paillotes construits dans l'illégalité sont en passe d'être rasés. La politique de l'état de droit ne plaît pas à tout le monde. Un peu partout en Corse, des voix s'élèvent. Les plus fortes sont celles des nationalistes. Alors nous n'avons qu'une seule question à vous poser, monsieur le préfet. Elle ne s'adresse pas à l'homme, bien entendu. Cette question est simple. Quand comptez-vous partir? Je partirai quand vos amis cesseront le racket. Je partirai quand vos amis cesseront d'assassiner dans les fêtes de village. Je partirai quand vos amis cesseront de déposer des explosifs. C'est en quelque sorte le paradoxe de la société corse. Après un an d'état de droit, les nationalistes ont fait 15% aux dernières élections territoriales. Ils ont gagné des voix. Quant au préfet, symbole de l'application de la loi, il est aujourd'hui plus que jamais fragilisé.
À Paris, à l'Assemblée nationale, dans l'opposition, on réclame le droit à la vérité, tout comme du côté du Parti socialiste. À noter que Michel Charasse, le sénateur socialiste du Puy-de-Dôme, soulignait, je le cite, « Le crime profite à ceux qui sont contre le rétablissement de l'état de droit et pour le départ du préfet Bonnet, ça sent le traquenard ». Reportage à l'Assemblée nationale avec Javi Timbert et Jean-François Chevet. Je viens vous parler du Kosovo. Oui. Mais c'est pas le plat du jour. En effet, Paul Quilles résume l'ambiance du jour. La Corse a pris aujourd'hui la première place des commentaires et des polémiques. La droite, tenue au consensus à propos du Kosovo, se rattrape. Le préfet Bonnet en prend pour son grade. J'avais observé que lorsqu'il s'exprimait à l'Assemblée de Corse, le préfet était beaucoup plus assuré qu'il ne l'est maintenant. Et on voit que cette espèce de tartarin qui faisait des rodomontades sur les terroristes est absent, abasourdi, suivant son terme, à la première difficulté, au premier coup de canon. Quand des policiers, des magistrats ou des gendarmes entreprennent de faire des coups tordus, il n'y a plus d'état de droit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de protection du droit pour les citoyens. L'opposition demande des comptes. Elle évoque déjà l'idée d'une commission d'enquête parlementaire et interpelle le gouvernement. Le gendarme ne peut pas avoir pris sur lui, quel que soit son niveau dans la hiérarchie, la responsabilité d'une action aussi absurde et aussi odieuse. Et donc le gouvernement est le premier responsable de la gendarmerie, de la coordination des forces de police en Corse. Il lui appartient aujourd'hui au Premier ministre en particulier de nous livrer toute la vérité sur cette affaire. Trop peu d'éléments sont encore connus, réplique prudente de la majorité plurielle. À gauche, on préfère attendre. La justice est saisie et il faut laisser la justice faire son travail. Remarquez quand même une chose, qu'elle n'a pas perdu de temps. Alors que nous sommes dans une région, la Corse, où ceux qui parlent aujourd'hui beaucoup ont parfois fait preuve de certaines complaisances, c'est le moins qu'on puisse dire, avec ceux qui bafouent chaque jour l'état de droit. Le préfet Bonnet est venu aujourd'hui à Matignon sans voir Lionel Jospin, lui-même discret. Une réaction sur la mise en examen du colonel Mazet? Le Premier ministre s'expliquera demain devant les députés. Le préfet Bernard Bonnet vient d'arriver à Ajaccio. Michel Fine, vous étiez dans le même avion. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan de ce voyage, de cet aller-retour de M. Bernard Bonnet ? Un premier bilan, oui. Bernard Bonnet est arrivé il y a moins de 5 minutes. Il vient juste de poser les pieds à Ajaccio. Il a été reçu par les membres du corps préfectoral de Corse du Sud, ce qui était une manière de le soutenir, de lui rendre hommage. Nous avons été quelques journalistes à pouvoir le voir dans l'avion, à pouvoir discuter avec lui. Je peux vous dire que nous l'avons vu, nous l'avons trouvé particulièrement serein et je dirais revigoré. Revigoré pourquoi? Parce qu'apparemment, l'entrevue qu'il a eue, l'entrevue d'1 heure qu'il a eue ce matin avec Jean-Pierre Chevènement au ministère de l'Intérieur s'est particulièrement bien passée. Elle s'est bien passée au point que Jean-Pierre Chevènement, dans l'après-midi, a fait un communiqué au Sénat, a dit au Sénat qu'il ne voyait pas pourquoi on demanderait au préfet Bonnet de démissionner. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que clairement le préfet Bonnet avait souhaité être soutenu publiquement dans cette affaire, être soutenu par le ministre de l'Intérieur et par l'ensemble du gouvernement afin de ne pas rester en première ligne. Aujourd'hui, il semble donc sûr de son bon droit et il parle de l'avenir, des dossiers qu'il va traiter et du rétablissement de l'état de droit. Mais alors parler de l'avenir, c'est peut-être aussi évoquer des dégâts causés par cette affaire dans les milieux policiers, politiques en Corse. C'est à mon avis, parler de l'avenir, c'est aussi gérer la crise, parce que qu'est-ce qui est en crise aujourd'hui ici en Corse, c'est l'état de droit, qui a été déstabilisé, qui a été décrédibilisé. On attend beaucoup des suites de l'enquête, parce qu'il faut quand même s'en rendre compte. L'enquête a dit beaucoup de choses, elle a mis sous écrou pour l'instant 3 gendarmes, mais elle n'a toujours pas dit pourquoi ces 3 gendarmes, si les faits sont avérés, auraient agi comme cela, pourquoi ils auraient monté cette opération, et surtout, pour le compte de qui. Merci Michel. L'actualité au Kosovo et tout d'abord à Belgrade. C'est de Belgrade aujourd'hui que sont venues les interrogations nouvelles sur les possibilités d'une issue politique ou diplomatique au conflit engagé depuis le 24 mars. Le vice-premier ministre de Slobodan Milosevic, M. Vuk Draskovic, qui fut longtemps un opposant, a fait entendre sa différence. Il affirme que la fédération yougoslave est disposée à ce qu'une force de l'ONU soit déployée au Kosovo. À Paris, le président Chirac s'est déclaré sceptique et comme lui, les pays membres de l'Alliance Atlantique ont des doutes sur la solidité des positions exprimées par M. Vuk Draskovic. Explication avec Jean-Marc Ilouz. Il est vice-premier ministre de Yougoslavie, mais depuis 48 heures, il s'exprime comme s'il était redevenu chef de l'opposition. Question, Vuk Draskovic parle-t-il avec ou sans l'accord tacite du président Milosevic quand il suggère ce qu'a toujours refusé ce dernier, le déploiement d'une force de l'ONU au Kosovo.
De préférence sans les pays de l'OTAN, dit-il, mais, deuxième surprise, Vuk Drašković ne ferme pas tout à fait la porte quand il ajoute « Nous avons aussi l'obligation de respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. » Et d'affirmer que ces propos actuels vont globalement dans le sens du compromis, pour l'instant mal connu, passé entre le numéro 1 serbe et l'envoyé spécial russe la semaine dernière à Belgrade. Ballon d'essai officieux ou geste véritable de défi à l'égard de Slobodan Milošević, il faut savoir que l'ex-écrivain nationaliste devenu politicien est un habitué des coups de tête. Entre 93 et 95, il organisera les seules manifestations qui dénonceront les excès des milices serbes en Croatie puis en Bosnie. En 97, il fédérera un moment le mouvement d'opposition d'une Serbie appauvrie par ses guerres et assoiffée de liberté d'expression. Mais en 98, au nom de l'union sacrée autour du Kosovo, Vuk Drašković n'écoutera que son ambition pour se rallier à Slobodan Milošević. Voilà pourquoi aujourd'hui, les déclarations tonitruantes du vice-premier ministre serbe sont accueillies à Paris avec attention, mais avec prudence. C'est un premier signe intéressant parce qu'il mentionne le rôle des Nations Unies et le règlement pacifique de cet horrible conflit. Maintenant, question, est-ce que cette position est soutenue par l'ensemble des responsables à Belgrade? Et deuxième question, est-ce que les responsables de Belgrade sont prêts à passer des paroles aux actes? Aujourd'hui à Belgrade, Vuk Drašković a poursuivi son offensive médiatique. Analyse de Renaud Girard, l'un des rares journalistes français encore à Belgrade. Le ballon d'essai, c'est de voir si l'OTAN accepterait cette force conduite par l'ONU au Kosovo. Vuk Drašković en a parlé longuement avec l'envoyé spécial du président russe et ils sont exactement sur la même ligne. Le bouillant écrivain ministre veut éviter la destruction totale des infrastructures de son pays et veut trouver une issue pour la Yougoslavie et il veut en quelque sorte forcer Milošević à l'accepter. Il m'a dit « Mon devoir est de lui apporter des munitions et son devoir de président est de les accepter ». Le président Boris Yeltsin a adressé un message de soutien à Slobodan Milošević. Ce dernier affiche toujours la même silhouette impassible malgré les derniers bombardements destructeurs de l'OTAN. Commentaire François Cornet. En ce 7e anniversaire de la création de la nouvelle Yougoslavie de Slobodan Milošević, le président de la fédération, vêtu de son éternel imperméable bleu marine, a quitté exceptionnellement et pour la première fois aujourd'hui son palais présidentiel pour déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Même souci du détail, comme Tito, même cérémonial, malgré le bruit des bombes sur Belgrade. Chef de guerre sans uniforme, Slobodan Milošević n'a rien perdu, semble-t-il, de sa détermination. En l'honneur de l'héroïsme du peuple yougoslave contre l'agresseur et en l'honneur de son combat pour la liberté, signé Slobodan Milošević. Quelques heures avant cette cérémonie, l'immeuble abritant le siège du Parti socialiste au pouvoir du président yougoslave avait été touché pour la seconde fois par 2 missiles, dont l'un a détruit l'émetteur assurant la diffusion de plusieurs chaînes de télévision à Belgrade, installées sur le toit du gratte-ciel de 23 étages. D'autres raids ont été menés la nuit dernière sur la Voïvodine et le Kosovo. En marge de cette guerre, une autre image. Hier soir, les Américains ont perdu cet hélicoptère anti-char Apache qui effectuait des manœuvres dans le nord de l'Albanie, à une 50aine de kilomètres de Tirana. À la suite d'une avarie mécanique, l'appareil descend en autorotation et s'écrase au sol avant de s'enflammer. L'Apache est bardé de missiles qui n'exploseront pas. Le pilote et le tireur constituant l'équipage seront extraits de la carlingue en feu, légèrement blessés. Nous allons les voir dans un instant. Ce crash a été filmé en direct par une caméra infrarouge de l'armée américaine qui enregistrait ces manœuvres. Un accident qui ne remettra pas en cause l'engagement des Apaches prévu pour cette semaine contre les blindés et l'artillerie serbe au Kosovo. Aujourd'hui, à Bonn, le ministre allemand de la Défense a présenté à la presse des documents illustrant les exactions commises par les forces de police serbes dans le village de Rugovo au Kosovo le 29 janvier dernier. Quelques semaines avant la conférence de Rambouillet et 2 mois avant le début des frappes contre la Yougoslavie. Des documents éloquents sur les atrocités commises contre les Kosovars. Ces photos auraient été prises par un lieutenant allemand qui se trouvait à l'époque au Kosovo en tant qu'observateur de l'OSCE.
Les États-Unis vont mobiliser 33 000 réservistes pour appuyer la campagne de l'OTAN contre la Yougoslavie. Les premiers renforts de soldats britanniques sont attendus, eux, à la fin de la semaine prochaine. Et ce sont des Mirage des forces françaises qui ont participé la nuit dernière aux différentes missions de frappes aériennes. Aujourd'hui, sur la base d'Istrana, en Italie, on pratiquait une opération de communication. Reportage Alain Chalvron, Dominique Merlin. 22h15. Un groupe de pilotes de Mirage 2000D se dirige vers leurs appareils. Les mécaniciens vérifient une dernière fois les systèmes d'armes, l'électronique et toute la bonne marche de l'avion. Quand ils s'installent dans le cockpit, ces pilotes ont déjà 7 ou 8 heures de travail de préparation derrière eux. Le stress disparaît un petit peu derrière une succession d'actes techniques. C'est désormais leur métier qu'ils font et ils le font jusqu'au bout. Ils en connaissent bien sûr les risques. Ces risques, précisément, ils ont été évalués dans les moindres détails pendant les heures de préparation par le chef de patrouille et son navigateur. Tout a été évalué. Une fois l'impact de la munition, on dégage droite, cap 150, on montée et vers notre point de sortie. À 20h, un dernier briefing conduit par les deux hommes devant les autres pilotes. Nous n'avons pu bien sûr n'en tourner qu'une version édulcorée, à recaler les aspects principaux de la mission. En ce qui concerne l'attaque, notre objectif est un poste de commandement durci situé sur un terrain d'aviation militaire en plein cœur de la Serbie. Le Mirage 2000D est spécialisé dans l'attaque au sol de nuit. C'est ce que l'on fait de mieux dans l'armée de l'air française. Son type d'armement est parfaitement adapté à l'objectif qui vient de lui être fixé, objectif approuvé en haut lieu. Tous les objectifs que nous assigne l'Alliance sont examinés par mes collaborateurs et moi-même et ensuite ils sont remontés au niveau politique pour approuver tous ces choix d'objectifs. À 23h15, une heure après l'installation des pilotes dans leur cockpit, les Mirage 2000D, 8 ce soir, décollent vers leur cible. Les missiles solaires sont toujours actifs, il y a toujours un danger et donc je les laisse partir toujours avec beaucoup d'émotion et c'est avec un très très grand plaisir que je vais voir redescendre. Ce sera fait à 1h30 du matin. Après 2h15 de vol, les appareils n'ont plus leurs bombes sous le fuselage. Mission apparemment accomplie. En Macédoine, les militaires français qui font partie des forces de l'OTAN ont décidé de prendre des mesures de précaution supplémentaires après un attentat commis contre l'un de leurs sites hier soir à Kumanovo, dans le nord-est du pays. Les Français sont près de la frontière et dans une zone où les villageois macédoniens ne sont pas favorables aux frappes de l'OTAN. Reportage Richard Binet, Patrick Desmully. Nous sommes à bord d'un blindé français, au nord de la Macédoine, à 5 km de la frontière yougoslave. Il y a quelques jours encore, c'était une patrouille de routine. Mais depuis l'attentat de la nuit dernière contre un centre logistique de l'armée française, les militaires sont sur leur garde. En tête du convoi, le capitaine Le Sieur. Il est arrivé avant le début de la guerre, mais depuis, la situation a radicalement changé. Depuis les frappes de l'OTAN, le début des frappes de l'OTAN, on a pu constater que une certaine radicalisation de la position des gens en Macédoine, les gens qui étaient pro-serbes se sont manifestés une certaine hostilité à l'égard de l'action de l'OTAN. Pour ce qui est, comment dire, des Albanais, un certain enthousiasme à notre égard. Ces images ne doivent pas faire illusion. Les villages que nous traversons sont à majorité albanaise. Pour éviter toute provocation, l'armée française ne pénètre plus dans les régions dominées par les Serbes de Macédoine. Sur notre chemin, un seul arrêt possible, le petit village albanais d'Oritsari. Heureusement que les forces de l'OTAN sont là, ça serait très dangereux pour nous sinon. On remercie l'Europe et l'OTAN qui nous protègent. Milosevic nous pillait tout. Grâce à Dieu, les forces de l'OTAN sont arrivées. On espère que tout va s'arranger. Le long de la frontière avec le Kosovo, l'armée française poursuit son entraînement. Pour faire face à toute éventualité, une attaque serbe, mais surtout une action terroriste. Au début des frappes aériennes de l'OTAN, nous avions envisagé plusieurs menaces, parmi lesquelles un tir d'artillerie de représailles sur Kumanovo ou une attaque plus ou moins forte de chars dans cette plaine de Kumanovo. Et puis il y avait bien entendu la menace terroriste qui était la plus plausible et qui effectivement est arrivée hier. Nous avions donc pris un certain nombre de mesures pour nous en prémunir. Ces mesures ont fonctionné
Il n'y a donc pas lieu d'en changer, il y a simplement lieu d'avoir beaucoup de vigilance pour continuer à les appliquer. Éviter toute provocation, c'est la consigne donnée aux soldats français. Car si dans les villages à majorité albanaise que nous avons traversés, les forces de l'OTAN font figure de libérateurs, dans d'autres villages, on parle déjà de forces d'occupation. Le Premier ministre, M. Lionel Jospin, doit se rendre en Macédoine et en Albanie à la fin de cette semaine. Dans une longue déclaration faite devant l'Assemblée nationale cet après-midi, il a écarté une intervention au sol au Kosovo, mais ajouté que si cette intervention était décidée, eh bien, il solliciterait un vote des parlementaires. M. Jospin a d'autre part expliqué que l'efficacité de la stratégie actuelle de l'OTAN s'apprécierait avec le temps. L'épuration ethnique était programmée, décidée et avait commencé. Aucune stratégie ne pouvait garantir qu'elle soit arrêtée. Pas plus une intervention terrestre à haut risque qui aurait vu s'étendre sans doute la pratique des boucliers humains, pas plus le renoncement à toute action qui aurait laissé libre cours à ces activités criminelles. À vouloir la paix sans les frappes, on aurait eu l'épuration ethnique sans les bombes, c'est-à-dire sans que le régime serbe n'en paie au moins le prix. L'efficacité de la stratégie arrêtée ne pourra s'apprécier qu'avec le temps. Vous savez que notre détermination est entière. Monsieur Milosevic devra céder. Selon le général américain Wesley Clark, le commandant suprême des forces de l'OTAN en Europe, il y aurait actuellement à l'intérieur du Kosovo environ 820 000 personnes déplacées. C'est à Blace, à la frontière macédonienne, que 5 000 nouveaux réfugiés albanais sont arrivés, une poste frontière d'où ils ont dû embarquer après avoir beaucoup attendu. Ils sont embarqués sans doute vers le sud du pays, mais on ne sait pas très bien où. Les informations sont très difficiles à obtenir à ce poste frontière de Blace en Macédoine. Parmi les dizaines de milliers de réfugiés, des enfants. Le reportage qui va suivre de Claude Samper et Bernie Mériot, près de Kukës en Albanie, a été réalisé en compagnie de l'UNICEF, mais surtout parmi des enfants. Plus de la moitié des 110 000 réfugiés installés tant bien que mal à Kukës ont moins de 15 ans. Ils sont pleins de récits d'horreur, pleins d'images de détresse. Il leur faut donc, en plus du gîte et du couvert, des sourires et des jeux. Le jeu est très simple. Chaque enfant doit donner son prénom et relancer le ballon. C'est une des techniques utilisées par l'UNICEF pour aider ces enfants de réfugiés à effacer les traces de la guerre. Pour les aider à retrouver la parole et le sourire. À travers des jeux et des chants, jour après jour, ils arrivent tout doucement à oublier ce qu'ils viennent de vivre. Susanna a 9 ans, elle vient d'arriver. Je suis venu avec mon grand-père, ma grand-mère et ma mère. Je suis venu avec mes frères et mes sœurs. Où tu es installé? Ici, tout près, dans la maison. Ok, on va la laisser jouer. Dis-lui, elle peut aller jouer. Tu veux parler? Dis-nous. Quelle est ton histoire? Laura est ici depuis plus longtemps. On peut le deviner rien qu'en entendant le ton de sa voix. Je m'appelle Laura Mazreku, je viens du village d'Opterouché. Ici on est bien, mais on a beaucoup souffert. Nous on s'est sauvés avant, il y a plusieurs mois. Avec qui tu es venu? Avec ma mère, ma grand-mère et mon oncle. Et les autres? Ils sont en Allemagne. Au revoir. Tous les jours, Vera parcourt les différents camps de Kukës. Elle a commencé son travail il y a une semaine avec 3 autres volontaires de l'UNICEF et des tout petits moyens. 90 autres bénévoles de l'UNICEF, spécialement formés au traitement des traumatismes chez les enfants, devraient bientôt venir l'aider dans sa tâche. Après une semaine de travail, est-ce que vous avez déjà vu ces enfants évoluer?
Oui, bien sûr. Au début, surtout les premiers jours, ils n'étaient pas aussi nombreux autour de nous. Ils se contentaient de nous écouter. Maintenant, ils viennent nous voir. Ils parlent. On doit même parfois les freiner un peu, parce qu'ils nous demandent toujours d'autres jeux. Les premiers jours, ça n'arrivait jamais. Alors que Vera poursuit son travail avec les enfants sous le regard de quelques vieux réfugiés, il se passe soudain quelque chose dans le camp. Des forces de police viennent d'arriver. Elles annoncent à tous ces réfugiés qu'ils vont devoir partir dans des camps plus éloignés de la frontière. On ne leur donne aucune destination. Vera viendra discuter avec le chef de la police en vain. Elle comprend très vite qu'elle ne jouera plus avec son petit groupe. À peine le temps de pleurer dans la voiture, Vera repart déjà vers un autre camp où d'autres enfants l'attendent. Voilà pour l'actualité au Kosovo ce soir. Et je vous annonce que jeudi soir, Envoyé spécial évoquera dans un reportage exceptionnel de Jacques Merlino la situation des Serbes à Belgrade. En Algérie, prestation de serment pour M. Abdelaziz Bouteflika, officiellement élu président de la République. Son prédécesseur, M. Liamine Zeroual, lui a passé le pouvoir. M. Bouteflika a insisté dans son discours de présidence sur la nécessité d'une réconciliation nationale. En Grande-Bretagne, émotion populaire très vive après l'assassinat d'une journaliste, présentatrice vedette de la BBC. Jill Dando a été tuée, ou plutôt exécutée d'une balle dans la tête tirée à bout portant. Elle présentait une émission qui s'intéressait aux faits divers en demandant aux citoyens anglais de collaborer avec la police. Son assassinat est peut-être un acte de vengeance, c'est en tout cas l'une des nombreuses pistes suivies par les enquêteurs. Correspondance depuis Londres d'Étienne Lénart. C'est une rue discrète dans l'un des quartiers les plus aisés de la capitale britannique. Depuis 24 heures, des dizaines de policiers fouillent, centimètre par centimètre, à la recherche du moindre indice pouvant les mettre sur une piste. Depuis que Jill Dando, l'une des vedettes de la BBC, a été assassinée d'une balle dans la tête à bout portant devant son domicile, la Grande-Bretagne ne parle plus que de ça. Sa chaîne relaie du matin au soir les appels à témoins que Scotland Yard ne cesse de lancer. Un homme a été vu quittant les lieux à l'heure du meurtre. Des gens se souviennent forcément de cette personne qui était bien habillée et qui avait un portable avec lui en permanence. Qu'est-ce qu'il a fait après? A-t-il été absent de son travail? Est-il rentré chez lui? Outre l'acte d'un déséquilibré, l'une des pistes privilégiées par les enquêteurs passe par cette émission. Crime Watch, un programme à l'américaine sur des crimes non résolus que Jill Dando présentait depuis 5 ans. En quelques années, grâce à la collaboration du public, 400 arrestations ont été opérées par les policiers et la présentatrice pourrait avoir été victime d'une vengeance. Rares sont les Britanniques qui n'ont pas été émus par le décès d'une personne qui faisait un peu partie de leur famille. Rares sont ceux qui comprendraient que son assassinat ne soit pas un jour élucidé. Et les policiers de se retrouver à enquêter sur le meurtre d'une personne qui aura passé les 5 dernières années de sa vie professionnelle à tenter d'élucider par télévision interposée les meurtres que la police elle-même n'avait pas pu résoudre. La détermination des enquêteurs de Scotland Yard pour arrêter le meurtrier de Jill Dando devrait s'en trouver renforcée. L'incendie extrêmement rapide d'un collège à Royan dimanche provoque de très vives inquiétudes dans les milieux de parents d'élèves ou d'enseignants en Charente-Maritime. Le collège a été bâti selon le type Pailleron et on se souvient du drame survenu il y a 26 ans dans un établissement similaire. Et or, il reste beaucoup de collèges type Pailleron aussi peu sûrs en France. Enquête à Royan, François Privat et Philippe Ritten. En moins d'une demi-heure, la totalité de ce collège de type Pailleron s'est embrasée. Heureusement, l'incendie s'est déroulé dimanche matin. Il n'a fait aucune victime. Les 800 élèves étaient en week-end. Quand vous voyez ces ruines, vous pensez à quoi? Je pense à mes élèves qui, je ne sais pas s'ils auraient pu sortir si le feu avait été pris pendant les heures de cours. 6 février 1973. 20 personnes, dont 16 enfants, trouvent la mort dans la catastrophe du CES Pailleron à Paris. Aujourd'hui, en France, il subsiste environ 300 établissements scolaires à ossature métallique. L'incendie de Royan soulève à nouveau les questions de sécurité dans de telles structures, comme ce collège de Marennes, distant de quelques kilomètres. Il doit être prochainement rénové. Ce qui s'est passé dimanche nous fait bien sûr nous interroger. Je suis là pour témoigner, disons, de l'émotion ressentie
quant aux questions que l'on peut se poser à la lumière de ce qui s'est passé dimanche. Ce qu'on demande à l'heure actuelle maintenant, ce serait une reconstruction de tous ces collèges à ossature métallique, parce que finalement, malheureusement, l'actualité démontre qu'on ne peut pas leur faire confiance. Depuis 1986 et la loi de décentralisation, ce sont les conseils généraux et régionaux qui financent respectivement collèges et lycées. Des budgets lourds. Construire un collège pour 800 élèves coûte entre 60 et 80 millions de francs. La procédure de rénovation, de construction d'un collège, c'est 2 ans. Donc c'est peut-être trop long, non? Non, on ne peut pas raccourcir les délais puisque vous avez le Code des marchés publics qui vous impose des contraintes. Il faut les respecter. 26 ans après Pailleron, les choses avancent lentement. C'est seulement depuis 1994 que les pouvoirs publics ont investi 14 milliards de francs pour la sécurité dans les établissements à risque, chose insuffisante pour de nombreuses associations. Il faut en finir une fois pour toutes, être tranquille, construire en dur des bâtiments qui remplacent ces bâtiments et qu'on n'en parle enfin plus et qu'on ne se retrouve pas l'année prochaine avec tous ensemble en parlant d'un nouvel incendie. Solution retenue ici à Rochefort, où le vieux collège Émile Zola de type Pailleron cédera sa place dès la rentrée à de nouveaux bâtiments flambant neufs, coût de l'opération 65 millions de francs, le prix de la sécurité. Trafic SNCF légèrement perturbé aujourd'hui en raison d'une grève des agents de conduite. Le trafic TGV sera assuré normalement, indique la direction pour demain. Mais pour les trains en région parisienne, les prévisions font état d'1 sur 2 ou d'1 sur 3 en gare du Nord, de l'Est ou de la gare de Lyon. Voici un numéro de téléphone que vous pouvez noter pour obtenir de plus amples renseignements de la SNCF, numéro vert, donc 0800 15 24 24 pour ces perturbations de trafic demain en raison d'une grève. Le ministère de l'économie annonce une baisse des tarifs de distribution du gaz et de l'électricité à partir du 1er mai. Les économies pour les particuliers seraient de 2% environ. Explication Agnès Monteux. Le ministère de l'Industrie n'a pas tardé pour annoncer la bonne nouvelle. À partir du mois prochain, le gaz baissera de 5% pour tous les clients et l'électricité de 2% pour les particuliers. Cette nouvelle baisse tarifaire est la plus importante pour Gaz de France depuis 10 ans. Elle permettrait de réduire de plus de 200 francs par an la facture moyenne d'un foyer. L'explication est simple, les prix du gaz sont en fait alignés sur ceux du pétrole, aujourd'hui très bas. Du côté d'EDF, les baisses sont régulières. En 15 ans, le prix de l'électricité pour le grand public a fondu de près de 20%. Cette électricité revient donc de moins en moins cher. Les coûteuses centrales nucléaires sont aujourd'hui amorties. Une baisse qui tombe à pic dans un contexte d'ouverture des marchés européens à la concurrence. Pour le grand public, la France est parmi les plus compétitifs, derrière le Royaume-Uni et devant l'Allemagne et l'Italie. Mais attention, l'ouverture en France ne profitera pour l'instant qu'aux grosses entreprises. Actuellement, les entreprises, les grands consommateurs y gagnent. Les consommateurs, leur situation est très diverse. Dans certains États membres, oui, ils ont déjà gagné. Dans d'autres États membres, comme la France, ils devront attendre. Attendre donc l'ouverture totale d'EDF sur le marché européen. Une ouverture qui n'est pas encore programmée. Football, demi-finale de la Coupe de France. Ce soir à Sedan, les Ardennais reçoivent Le Mans et demain à Nantes, les Canaries seront opposés à Nîmes, club de 2e division. L'occasion pour nous d'évoquer la qualité développée par le jeu nantais. C'est toute une école qui a déjà formé Touré, Carambeu, De Sailly, Amis, Henri Michel, que sais-je encore. Le reste et l'actuel, eh bien, vous est présenté maintenant par Florent Gautreau et Thierry Breton. Ici, tout n'est que luxe, calme et volupté. La Jaunelière, un petit paradis en pays nantais, abrite l'un des centres de formation les plus performants de France. Les plus jeunes ont 13 ans et rêvent de s'entraîner sur le terrain des pros, comme Michael Landreau. Pur produit du club, Landreau illustre à merveille la réussite du système nantais. À 20 ans, il a déjà joué 90 matchs en première division et garde les buts de l'équipe de France Espoir. Quand on est jeune, l'envie qu'on a, c'est de devenir professionnel. Mais pour moi, c'était pas une obsession particulière. Ce qui était important, c'était de pouvoir continuer mes études à côté du football, gravir les échelons normalement au niveau scolaire. Il y en a qui appellent ça des sacrifices. Pour moi, c'était de la normalité pour pouvoir réussir ça. Une école au milieu des terrains, c'est l'un des secrets du bel équilibre nantais. 123 sportifs de 18 disciplines partagent leur temps entre les études et l'entraînement. Un œil sur les cahiers, l'autre sur le ballon. Michael a connu ça pendant 3 ans. La Jaunelière est une pépinière où l'on protège les talents naissants. Si dans la vie extérieure au football, on ne leur laisse pas d'initiative et on ne leur laisse pas de liberté, je ne vois pas comment on pourrait leur demander d'en avoir sur le terrain. Donc c'est vrai qu'on essaye aussi de les rendre responsables dans la gestion de leur vie extra-football.
on les guide sans choisir à leur place. Cette liberté, on la retrouve dans le jeu nantais dès le plus jeune âge. Liberté et générosité. Le déplacement est synonyme de disponibilité, la passe de solidarité. Les éducateurs l'avouent, ils préfèrent perdre avec leurs idées plutôt que gagner en les trahissant. Et ça marche. En 95, Nantes devient champion de France pour la 7e fois de son histoire en pratiquant un football de rêve. Les joueurs n'oublient jamais leur passage à Nantes. Quand ils nous quittent, ils sont aussi des relais. Ils chercheront tout le temps à transmettre ce qu'ils ont éprouvé, le plaisir qu'ils ont eu ici, ils chercheront à le transmettre. Donc c'est en ce sens-là, on peut parler d'école, mais il y en a d'autres aussi. Mais c'est vrai qu'on est plus reconnu à travers le jeu et à travers, on peut dire, le collectif. L'école nantaise et ses fleurons, De Sailly et Deschamps, ont usé leurs crampons en pays nantais avant de conquérir le monde. L'exemple est parfait, la voie est tracée. Landreau a été formé pour leur ressembler. Nous arriverons à la fin de ce journal. Avant de le refermer, je vous rappelle 2 informations que nous avons développées. En Corse, d'abord la mise en examen et l'emprisonnement de 3 gendarmes, dont un colonel, après la destruction d'un restaurant de plage près d'Ajaccio, suscite beaucoup d'interrogations sur l'état de droit, tel qu'il était voulu par le préfet Bernard Bonnet. Celui-ci a été reçu par le ministre de l'Intérieur, qui refuse d'évoquer sa démission, et M. Bonnet est rentré ce soir à Ajaccio. Au Kosovo, les frappes de l'OTAN continuent. M. Jospin écarte pour l'instant une intervention terrestre. À Belgrade, le vice-premier ministre Vuk Drašković affirme que son pays est prêt pour le déploiement des forces de l'ONU au Kosovo. Dans quelques secondes, la météo de Nathalie Riouet, puis vous allez voir la cohérence de la soirée. À 20h55, La Vache et le prisonnier avec Fernandel. À 23h10, La vie à l'endroit, le magazine de Mireille Dumas s'intéressera à l'animal en vedette. Et puis à 0h45, vous trouverez pour le dernier journal Florence Duprat, suivi du cercle de Philippe Lefebvre. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Marie-Pierre Farkas recevra Alain Laville, l'auteur du livre Un crime politique en Corse. Et puis à 13h, vous retrouverez Rachid Arabe. À demain 20h, bonsoir, merci.